ma colombe, ma déesse, ma puce, ma poupette, fifille, ma petite crotte, ma petite vérole, pisseuse, chieuse, emmerdeuse, diva, péronnelle, bécasse, blondasse, bonasse, grosse chaudasse, sale chienne, salope, putain, sac à sperme, suceuse, sale pute, guine, grognasse, pétasse, grande gueule, hystérique, bourgeoise, mal baisée, sorcière, vieille garce, vieille momie, vieille dégueulasse, cougar, mère maquerelle, sale mégère, tu ressembles à ta mère. Sympa. Bonsoir. 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 Je m'appelle Judith, j'ai 52 ans et je suis ménopausée. Alors là, normalement, il aurait dû y avoir un coup de tonnerre. Peut-être même un mouvement de dégoût parmi vous. Alors je préfère le dire, pour ceux qui auraient un peu l'âme sensible, vous pouvez sortir. Ça va durer 45 minutes et je vais parler que de ça. D'horribles histoires de bonnes femmes. Ça va? Vous avez bien accroché. Donc, bonsoir, je m'appelle Judith. J'ai 52 ans, je suis ménopausée et j'aime beaucoup le cinéma. J'ai un petit penchant honteux pour les films d'horreur et en particulier pour les histoires de vampires. En fait, je me suis longtemps identifiée à leur proie. Parce que oui, j'ai été une jeune femme à la chair fraîche, j'ai été une jeune femme au décolleté plongeant, à la gorge offerte, j'ai été une victime consentante, enfin plus ou moins, vidée de son sang. Mais quand ma ménopause a commencé, je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir moi-même une sorte de vampire. Alors pas le prédateur, hein, non, mais le monstre, la paria, la presque vieille, la pas encore morte, la damnée. Parce que, comme les vampires, en fait, je devenais invisible dans l'espace public, je me réveillais chaque nuit, mais comme je voyais encore clairement mon reflet dans le miroir, je me suis posé une autre question. Est-ce que j'allais prendre cher? Ce qui, dans notre société capitaliste, se traduit par est-ce que j'allais perdre de la valeur en vieillissant? Alors, pour répondre à cette question, puis pour un peu comprendre ce qui m'arrivait, j'ai fait des recherches. Et j'ai tout d'abord découvert qu'il n'y avait pas vraiment de transmission sur la ménopause entre les femmes. Il y avait même plutôt de la rivalité. Et puis j'ai découvert que la femme ménopausée, elle était toujours stigmatisée socialement, malgré un tabou soi-disant levé dans les médias. Et puis j'ai compris comment cette condamnation, cette stigmatisation, elle était construite. Sur un discours médical, patriarcal, capitaliste et agiste sur la femme quinquagénaire. Eh ben, ce discours, il m'a éjecté du marché. Je me suis retrouvée le marché de la reproduction et de la bonne meuf. Et je me suis retrouvée sur un terrain inconnu, plutôt intime, où j'ai compris que c'était important de faire alliance entre femmes. Et c'est depuis ce terrain que ce soir je voudrais partager avec vous ce que j'ai compris. Donc je m'appelle Judith, j'ai 52 ans, je suis ménopausée. Et je travaille dans le cinéma et dans le théâtre. Plutôt à l'administration et à la production. Mais quand même, vers 30 ans, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelait « Je suis une fille formidable ». Et ça, c'était histoire de m'en convaincre. Et la particularité du film, c'est qu'il n'y avait pas de dialogue. On entendait juste le monologue intérieur de l'héroïne. Et puis plus tard, vers 42 ans, j'ai créé un spectacle jeune public qui s'appelait « Au loin ». Et là, il n'y avait carrément plus rien. C'était muet. Tout ça pour vous dire que c'est pas évident pour moi de prendre la parole ce soir, en fait. Et justement, je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Cassandre. Alors Cassandre, c'était une jeune humaine dont le dieu Apollon était tombé amoureux. Pour obtenir ses faveurs, il lui offre un don, celui de pouvoir prédire l'avenir. Cassandre, refusant ses avances, il la condamne. Dorénavant, plus personne ne croira à ce qu'elle dit. Eh bien, cette histoire-là, c'est peut-être le premier exemple de gaslighting de l'humanité. Et le gaslighting, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un homme, ou que la société met tellement en doute la parole de la femme, que celle-ci finit par ne plus croire en la valeur de ce qu'elle dit. Et donc, pour que ça soit un peu plus facile pour moi, je vais commencer par un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est que la ménopause?
ben, le mot ménopause, il a été inventé en 1821 par Charles de Gardanne, un médecin français, dans son ouvrage « De la ménopause ou de l'âge critique des femmes ». Il vient du grec. Il vient de ménaoia, menstrue, et posis, pause. Ça signifie l'arrêt des règles, l'arrêt de la fécondité. Dès le début du XXe siècle, la définition devient caduque avec le développement de la science des hormones, de l'endocrinologie. Et dorénavant, ménopause, ça signifie l'arrêt de la fonction ovarienne, accompagné de l'arrêt de l'ovulation, l'arrêt des règles, l'arrêt de la fécondité. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais le discours sur la ménopause, il ne porte que sur la perte, que sur ce qui s'arrête. A l'inverse, le discours sur la puberté, il est chargé d'avenir. C'est une période de transition entre l'enfance et l'adolescence, on va vers l'âge adulte. Je ne sais pas non plus si vous connaissez le mot qui signifie le début des règles, le début de la fécondité. Non. Ménarche. Ouais, ben voilà, mais moi je ne le connaissais pas. Et quand j'ai eu mes règles, ma mère, elle ne m'a pas dit ma chérie, tu es ménarchée, c'est merveilleux. Elle n'a pas dit ça, elle a dit ma chérie, tu es une femme. Mais alors, qu'est-ce que je deviens quand j'ai plus mes règles? Le monstre dont je parlais tout à l'heure, c'est quoi le statut? Eh bien, on était bien malade, en fait, tout simplement. Parce que la science, elle dit que la femme ménopausée, elle souffre d'une carence hormonale, un manque d'hormones. Et cette carence, elle est calculée sur les mesures endocriniennes, donc le taux d'hormones, du corps fécond. Et ça, ce que ça signifie, c'est que le corps jeune, fécond, c'est la norme. Et que le corps féminin vieillissant, stérile, eh ben, il est anormal. En fait, il serait plus juste de parler de transition hormonale vers une nouvelle norme. Dernière définition. Période ménopausique. Elle démarre 3 ans avant la date des dernières règles et se termine 3 ans après. Durant cette période, il y a des bouleversements hormonaux qui peuvent être accompagnés de désagréments. En fait, c'est les fameux symptômes qui nous font si peur. Mais toutes les femmes n'en souffrent pas. Mais malheureusement, en fait, il y a très peu d'études statistiques sur le sujet. Parce que, en fait, qui est-ce que ça intéresse, ce sujet dégueulasse qui touche un être humain sur 2? Insomnie, angoisse, fatigue extrême, sueur nocturne, bouffée de chaleur, baisse de la libido, irritabilité, prise de poids, augmentation de la pilosité, risque d'ostéoporose, c'est bien connu, la femme ménopausée est en cristal, douleur articulaire, fuite urinaire, sécheresse vaginale. Une vraie symphonie de l'horreur. C'est le sous-titre d'un film que j'aime beaucoup. Nosferatu, une symphonie de l'horreur. Il a été réalisé en 1921 par Murnau et c'est la première adaptation au cinéma du roman de Bram Stoker, Dracula. La première représentation physique du conte au cinéma est absolument repoussante. Il est vieux, il est laid, il est chauve, il a les oreilles pointues, les ongles pointus, les dents pointues. Jonathan, un jeune clerc de notaire, est envoyé en Transylvanie pour conclure une affaire commerciale avec le comte. Ce dernier tombe sous le charme de Mina, la fiancée de Jonathan, dont il a aperçu le portrait miniature. Il décide de partir la rejoindre à Londres. Il se fait embarquer dans un cercueil contenant de la terre de son pays, sans laquelle il perdrait ses pouvoirs, et des rats porteurs de la peste. Durant la traversée, il se nourrit allègrement de tout l'équipage. Et là, il y a une scène que j'aime beaucoup. C'est l'aube. Le navire approche. Il entre lentement dans le port de Londres. Personne ne tient la barre. Il apporte avec lui
dans la ville, la maladie, la dégénérescence. Mina se réveille, envahie par un pressentiment, pourvu que le destin ne s'abatte pas sur elle. Mais moi aussi. Ma ménopause, elle a commencé comme ça, par des réveils en sursaut au milieu de la nuit. Des bonnes grosses insomnies pleines d'angoisse, avec le sentiment que quelque chose tournait pas rond et quelque chose allait se produire, quoi. Et donc, puis mes règles ont commencé à jouer au yo-yo. Tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les 2 mois, puis de nouveau tous les 15 jours. Alors j'ai décidé d'aller en parler aux copines, pour avoir un peu de soutien, peut-être aussi quelques conseils. Mais là, je suis l'inéluctable qui approche d'un peu trop près. Je suis la vieillesse. Ça m'a rappelé un truc en première primaire quand j'avais 6 ans. J'ai aussi été la première à recevoir une punition, parce que je bavardais trop en classe. À la récréation qui a suivi, je me suis retrouvée acculée contre le mur, encerclée par mes camarades qui se moquaient et qui me harcelaient. C'est vachement tôt ce qui t'arrive quand même. Ma mère, elle l'a eu beaucoup plus tard que toi. Il paraît que c'est génétique. Je pense que moi aussi, je l'aurai plus tardivement. T'as des bouffées de chaleur? T'as encore de la libido? T'as de la sécheresse vaginale? Non, non, j'ai pas de sécheresse vaginale. Mais j'ai pas de réponse à mes questions non plus. Et donc je décide d'aller voir une gynécologue. Blonde, jeune, mince. Et donc je lui demande s'il serait possible que je sois en train de commencer ma ménopause. Je lui demande si les troubles de mon sommeil pourraient être liés aux troubles de mes règles. Et la réponse qu'elle me donne, c'est pas du tout satisfaisant. Être ménopausée, c'est quand on n'a plus ses règles depuis 1 an. Mais effectivement, vous avez l'air bien troublé. Vous devriez aller consulter un psy. Mais vous savez, moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les grossesses et les accouchements. Alors, j'avais plus le choix. Comme je pouvais plus tomber enceinte, je me suis tournée vers les magazines féminins. Et là, oui, j'ai eu la réponse. Effectivement, ce qui m'arrivait s'associait sans doute aux symptômes de la préménopause, le début de la période ménopausique. Mais ce que j'ai surtout appris dans ces magazines, c'est que dès à présent, il était de ma responsabilité personnelle de la réussir, cette ménopause. Et pour ça, on me proposait un projet super rationnel. M'accepter tel que j'étais. Mais ne pas me laisser aller. Continuer à faire envie, ne pas grossir, ne pas vieillir. Prendre enfin du temps pour moi. Mais rester active, dynamique. Pourquoi pas l'entrepreneuriat à 50 ans? Être sereine. Et éventuellement prendre des cours de méditation et de yoga pour gérer mon stress. Mais moi, je les emmerde. Moi, ce que je vais faire, je vais la rater, ma ménopause. Je vais devenir vieille, grosse, fainéante et acariâtre. Et non! Non, je ne suis pas irritable! Non! Je suis en colère! Une bonne, grosse, saine colère! La première fois que ça m'est arrivé, j'étais dans ma voiture, coincée dans un embouteillage. C'est parti du ventre, et c'était lent et doux. Alors j'ai pris le temps de tourner le rétroviseur pour voir la tête que ça me ferait. Puis ça a commencé à monter. J'avais donc 5 symptômes. Les bouffées de chaleur, les insomnies, les angoisses, les règles irrégulières et la colère. Il était peut-être temps de penser au THS. Alors THS, thérapie des habitudes sexistes.
Thérapie des hypothèses scientifiques? Non. Thérapie hormonale de substitution. Encore un peu de théorie. Dans les années 30, des scientifiques parviennent à mettre au point des hormones de synthèse féminine. L'industrie pharmaceutique nord-américaine développe avec celle-ci des thérapies hormonales. Problème, on ne sait pas du tout à quoi ça va servir. C'est un médicament sans maladie. Et c'est dommage parce que ça coûtait vraiment pas cher à produire. Et donc on va les prescrire à tout va. Pour les troubles du cycle menstruel, en thérapie, en traitement de la ménopause, en traitement de la stérilité, et puis pour des problèmes gynécologiques. En 1938, le laboratoire Organon, qui est le principal producteur de ces hormones, constate que commercialement, c'est pas génial. Il y aurait moyen de gagner plus en ciblant un médicament, une maladie. Et ils choisissent la ménopause. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de carence hormonale, d'un manque d'hormones à combler avec le traitement hormonal. Pour affirmer encore leur discours, le laboratoire Organon crée dans les années 60 une fondation. À la tête de celle-ci, il place un gynécologue, le docteur Wilson, qui écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « Féminine Forever ». Alors, dans cet ouvrage, il développe le fait que la femme ménopausée souffre d'un dysfonctionnement hormonal qui menace son essence féminine. Alors, l'essence féminine, qu'est-ce que c'est? C'est être pleine de vitalité, jeune, belle, et surtout un caractère doux, aimable et attentionné. Et donc, il recommande les THS en précisant que en fait, ça va agir comme une véritable pilule de jouvence, ça va retarder les effets du vieillissement et ça va guérir les symptômes. Et les symptômes du docteur Wilson, ils sont bien gratinés. Flétrissement de la poitrine, rides, absence, frigidité, atrophie vaginale, dépression, alcoolisme. Moi je dis à la santé du docteur Wilson. Mais ça va si bien qu'en fait, en 1977, la ménopause est indexée dans la classification mondiale des maladies de l'OMS. Ce phénomène physiologique n'est pas considéré comme une condition naturelle, mais comme une perturbation hormonale, au même titre que le diabète ou les problèmes de thyroïde. Alors j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas réussi à trouver à quelle date le terme avait été enlevé de cette indexation. Mais bref, tout ça fait que les THS sont prescrits à plein de femmes, même à celles qui n'ont pas de symptômes, jusqu'à ce que à la fin du XXe siècle, sous la pression des féministes nord-américaines, des études statistiques soient menées. Et celles-ci démontrent clairement que la prise de THS augmente de manière significative les risques de cancer et d'AVC. Alors la plupart des organismes nationaux de santé publique aujourd'hui recommandent de moins prescrire les THS de manière plus courte, plus contrôlée, mais tous les gynécologues n'écoutent pas cette recommandation. Mais certains parlent aux femmes de traitements plus naturels, mais beaucoup plus onéreux. En fait, entre les crèmes anti-rides, les... Oh, j'ai un petit problème de mémoire, mais ça peut être aussi un symptôme de les crèmes anti-rides, les compléments alimentaires, les stages de développement personnel, et pourquoi pas la chirurgie esthétique, la ménopause, c'est un marché super juteux. Aussi juteux que les fraîches jeunes filles qui affectionnent notre copain Dracula. En 1931, Todd Browning réalise une seconde adaptation. Bela Lugosi interprète cette fois un vampire énigmatique, poète, plutôt sexy. Et j'ai vraiment un trou. Je connais ce film par cœur. Qu'est-ce qu'il fait, Bela Lugosi? Mais oui, voilà, je l'ai, vous m'impressionnez.
Eh bien, à partir de là, à partir de ce premier Dracula un petit peu sexy, le monstre, dorénavant au cinéma, il peut être beau et riche. On a David Bowie dans Les Prédateurs. On a Tom Cruise, Brad Pitt dans Entretien avec un vampire. On a Robert Pattinson dans Twilight. Mais surtout, Gary Oldman dans le Dracula de Coppola en 1992. Là, il apparaît sous 3 formes. Celle d'un prince, celle d'un animal et celle d'un vieillard. Dans ce film, Mina est une sage institutrice. Durant l'absence de son fiancé, Jonathan, elle vit chez sa copine Lucille, une jeune femme riche et oisive qui hésite entre 3 prétendants. On se demande laquelle des deux va mourir à la fin. Une créature sort du navire. L'orage gronde. Le vampire court à travers les rues de la ville. Dans une rue animée de Londres, Dracula aborde Mina pour lui demander son chemin. Il ajoute qu'il la trouve charmante. Mina le remballe, lui dit d'aller s'acheter un plan de Londres et de cesser de l'importuner. Une jeune femme charmante et intelligente comme vous ne devrait pas se promener dans Londres sans un gentleman à son bras. Moi, j'ai grandi à la campagne, et puis à 12 ans, on est venu vivre à Bruxelles. Ma chérie, évidemment, tu peux sortir. Mais je voudrais te demander, vraiment, tu marches bien au milieu des trottoirs. Pas près des maisons dans lesquelles on pourrait t'emmener, et pas près des voitures dans lesquelles on pourrait t'entraîner. Dans les trams et les bus, tu t'assieds derrière le conducteur. Et dans les métros, tu t'assieds dans les wagons où il y a du monde. S'il n'y a personne, tu t'assieds dans le wagon derrière le conducteur. Si tu vois un mec en imperméable, tu fais gaffe, c'est peut-être un exhibitionniste. J'ai très vite compris que j'étais dans un monde d'hommes, et que dehors n'était pas ma place, que j'y étais une proie. Mais monde d'homme, c'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est patriarcat. Un système d'oppression des femmes par les hommes. Un système où le masculin est à la fois le supérieur et l'universel. C'est-à-dire le neutre, le référent en matière de pensée, de corps, de sexualité. En fait, les hommes, dans ce système, c'est la norme. Et ça veut dire que même avant ma ménopause, j'étais déjà anormal. Et j'aimerais bien vous lire quelques synonymes du mot anormal. Avant chaque terme, vous pouvez vous dire mentalement, tu es illogique, insensé, irrationnel, déraisonnable, absurde, déséquilibré, inadapté. Alors moi, j'ai décidé de m'adapter. Toute ma vie, j'ai cherché comment faire pour être une femme comme les autres. Comment faire pour avoir la validation des hommes et être certaine que moi aussi, j'en aurais un à mon bras pour me protéger dans les rues de Bruxelles. J'ai été punk, projectionniste, ouvreuse, amoureuse, droguée, diplômée, serveuse, régisseuse cinéma, administratrice de production, etc. Jalouse, mais jamais épouse. Et puis à 38 ans, j'ai eu un enfant. Et là, j'ai eu ma première validation. L'objet que j'étais avait reçu son petit cachet. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours préféré les héros masculins. Moi, je voulais être Yann Solo, Indiana Jones, Peter Pan, parce que le monde leur appartient et parce que ce sont eux les sujets de l'histoire. Qu'advient votre héros, Jonathan? Eh ben, Jonathan, il est resté emprisonné dans le château et il erre dans les couloirs. Il pousse une porte et pénètre dans une chambre aux allures de cathédrale byzantine. C'est dans le scénario, ça veut juste dire un plafond haut et une décoration orientale. Au sol est posé un grand drap soyeux. Jonathan s'y allonge dans un état un peu rêveur. Des empreintes de pas, menus, féminins, apparaissent sur le sol poussiéreux. Une main caresse langoureusement le corps de Jonathan qui gémit de plaisir. Les 3 femmes exquises de Dracula surgissent des profondeurs du drap. La plus jeune, 15 ans à peine,
c'est aussi marqué dans le scénario, lèche le ventre et le téton de Jonathan d'une langue gourmande. C'est chaud, hein? Mais bien sûr, Jonathan va s'en sortir, il va être mordu, mais pas contaminé, et puis il va parvenir à s'échapper du château. Eh ben, moi, pour m'adapter, j'ai essayé ça aussi, être une vampe. À Bruxelles, il y avait un cinéma qui s'appelait l'ABC. C'était un cinéma qui projetait des films porno des années 70. Entre autres, un film qui s'appelait Spermula. Les femmes vampires ne se nourrissent pas de sang. Sur la façade, il était marqué « Striptease de classe internationale toutes les 2 heures sur scène ». Dans l'entrée, il y avait Martine, la caissière. « Salut Martine, ça va aujourd'hui ?»« Ouais. » Dans le hall, une double porte menait vers la salle. De là s'échappait une odeur atroce, un mélange de fluide corporel et de transpiration. À gauche, un couloir, les toilettes. Et toujours beaucoup de monde, il se passait des trucs pas nets. Première volée d'escalier, la cabine de projection. « Salut Roger, ça va ?»« Ouais, mais je suis bientôt prête. À tout à l'heure. » Encore une volée, on arrivait dans le bureau de direction. Ambiance hollywoodienne. La lumière était tamisée par des stores vénitiens et elle venait frapper sur des étagères remplies de bobines de films. Dernier étage, on arrivait dans la loge. Dans la loge, il y avait un lit, parce que striptease de classe internationale, et des femmes venaient réellement de l'étranger pour danser sur scène. Puis il y avait une petite penderie pour mettre les maigres et tenues de scène. Et puis, un petit miroir pour terminer de se préparer. Alors moi, j'enfilais mon peignoir. Et je refaisais le chemin inverse. Bureau de la direction, cabine de projection. Ouais, j'y vais, Roger. Les toilettes, il n'y avait plus personne, ils étaient tous dans la salle. Et puis la double porte battante. On entrait par l'arrière de la salle. Il fallait traverser le public avant d'atteindre le petit podium. Roger avait coupé le film en plein milieu d'une scène, sans doute haute, laissant un public dans la frustration la plus totale. Un striptease, ça durait 6 minutes. C'était 2 morceaux de 3 minutes chacun. Et à la fin du premier, il fallait... Je vais pas le faire. Hein. De toute façon, j'ai fait ça 10 jours. Mais ce que j'ai appris, c'est que la vampe, la femme fatale, c'est un récit masculin qui te laisse croire que tu vas pouvoir enfin dominer les hommes par le sexe. Et c'est pas le cas. Sur scène, j'ai pas eu un sentiment de pouvoir. Dans les yeux, j'ai pas vu la soumission. J'ai vu du désir, voire une agression potentielle. Mais je me suis raconté que ça le faisait, parce que c'était quand même rock, pop. Être une femme dans un monde d'hommes, c'est de toute façon être sur le marché de la séduction. Du coup, moi, mon vrai problème avec le patriarcat, eh ben, c'était les autres femmes. Je les détestais toutes. Les bavardes, les émotives, les féminines, les camionneuses, celles qui parlent que de mecs, celles qui ont des enfants parfaits, celles qui n'ont pas d'enfants, les trop belles, celles qui jouent pas le jeu, celles qui ont l'air seules, celles qui ont l'air sales, celles qui radotent, celles qui font pitié. Moi, je fréquentais que des mecs. Il n'y avait pas plus misogyne que moi. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune raison que je juge les autres femmes, que je les jauge. En fait, j'aurais pu m'en faire des copines, des alliés. Les seuls qui ont un intérêt à ce que les femmes se détestent entre elles, ce sont les hommes. Il y a une construction de la rivalité entre les femmes. Nous sommes mis en compétition puisque nous sommes les objets qui doivent être choisis. Qui sera l'élu ? Forcément, on dégage toutes les autres. Petit à petit, j'ai compris ce que je ratais
je ratais une alliance de classe, la classe des femmes. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, je vais brièvement parler d'un autre système d'oppression qui organise l'individualité et la rivalité, le monde du travail. Vous prenez un patron qui décide de payer ses employés au mérite, les employés sont mis en compétition. Chacun va lutter pour sa propre survie et va se retrouver isolé plutôt que de lutter collectivement. Ce que je souhaite, moi, c'est un monde sans système de domination, un monde sans classe sociale. Et pour que ça soit possible, il faut d'abord conscientiser le fait qu'on appartienne à une classe opprimée, la classe des femmes. Revenons dans le long du 19e siècle. On en était au moment où Dracula demande son chemin à Mina. Le moment où elle le remballe. Après l'avoir rabaissée en lui rappelant qu'une femme ne doit pas se promener seule dans la rue, il la rassure en lui précisant qu'il est prince. Dorénavant sous le charme, Mina s'excuse d'avoir été grossière et propose de l'accompagner jusqu'au cinéma qu'il faut chercher. Là, ils regardent un film ensemble et puis Dracula entraîne Mina vers une alcôve et se penche sur elle, malgré ses protestations. Mais Gentleman, il parvient à réfréner ses pulsions. Mais soudain, un loup surgit, car oui, on est au cinéma, c'est comme ça. Dracula parvient à le maîtriser et propose à Mina de venir caresser la bête. Et leurs deux mains s'entremêlent dans le pelage soyeux. À 14 ans, je n'avais pas encore vu le loup. J'avais mes règles depuis 1 an, des boutons plein le front, pas d'amoureux, je m'étais même jamais masturbée. Mais la pilule, quoi. Je rêvais de prendre la pilule pour être une femme libre, prête à tout. Et puis l'autre, Judith Godrèche, elle sortait déjà avec un mec, elle. Dès 40 ans. Et je suis sûre qu'elle couchait, quoi. Et donc j'ai été voir mon médecin de famille et je lui ai demandé une prescription. En lui précisant que c'était pour mes boutons, pas pour coucher. Et j'ai eu ma copine, Diane 35. J'ai eu des hormones pour que la petite fille de 14 ans que j'étais puisse entrer sur le marché de la sexualité. J'ai eu des hormones parce que j'étais pas prête à procréer. Mais je me souviens plus si mes boutons ont disparu ou pas. En fait, la pilule, elle a une double fonction. Le contrôle de la reproduction et aussi la libération de certains symptômes liés au cycle menstruel. Et c'est vraiment bien pour pas mal de femmes. Mais le problème, c'est que de là, on va vers une certaine... le terme m'échappe. On va vers une certaine, bravo Judith, normalisation. On va vers une normalisation du corps. On amène tous les corps vers une certaine norme. Parce que ce que la société veut, ce sont des corps performants. Et nos états physiologiques, ils doivent rester dans le domaine de l'intime ou du médical. À 35 ans, j'ai arrêté de prendre la pilule et à 50 ans, j'ai choisi de ne pas prendre de THS parce que je ne veux plus me cacher. Et je vais prendre un petit peu mon magazine féminin, qui est aussi mon aide-mémoire et qui m'apprend la vie. Alors, derniers symptômes. Mais oui. J'en étais là. La seule chose que le système, le capitalisme, la seule chose que le système capitaliste accepte du corps féminin, c'est qu'il soit au service de la sexualité, de la maternité et de la force de travail. Bonne à baiser, bonne à procréer. Alors, ça paraît un peu gros comme ça, mais en fait oui, parce que femme libérée, mon cul, c'est pas parce qu'un ouvrier a un écran plat et part en vacances qu'il est libéré. Et puis, si on était vraiment libéré, il y aurait des places dans les crèches, le travail domestique serait salarié et nos salaires seraient enfin égaux à ceux des hommes. En fait, notre rôle reste bel et bien de fabriquer futurs travailleurs du capital et la chair à canon. Il faut savoir qu'en janvier 2024,
Emmanuel Macron a demandé aux Françaises de réarmer la natalité de la France. Suis-je encore bien utile? Alors, qui va mourir? Mina, future épouse, future mère, ou Lucie, future salope? Pas d'idée? C'est Lucie. Alors en fait, Lucie, elle va se faire mordre au violet, très bien, par Dracula, mais pas sous sa forme de prince, hein, non, sous sa forme animale, parce qu'un animal ne sait pas maîtriser ses pulsions. Et puis elle va aller pas bien, Lucie. Et curieusement, à ses côtés, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de grand-mère, il n'y a pas de soignante. Non. Le premier qu'on appelle à son chevet, c'est un psychiatre. Parce que comme elle agit bizarrement, ben on se dit qu'elle est sans doute hystérique. Et puis, comme son état ne va pas en s'améliorant, on finit par appeler un vieux médecin, expert, universitaire. Mais qui ne pourra rien faire et Lucie va mourir. En fait, Lucie, elle ne va pas vieillir. Les féministes, elles se sont battues pour avoir le droit à l'avortement, l'accès à la contraception et la démédicalisation de l'accouchement. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour avoir le droit de vieillir. Je m'appelle Judith, j'ai 52 ans, je suis ménopausée et je vous emmerde. Je vous emmerde parce que vous vous demandez peut-être si ma parole a de la valeur. Vous vous demandez peut-être si cette parole, elle vient d'un océan d'amertume et de rancœur. Et vous aimeriez bien savoir si j'ai été heureuse, si je le suis encore, si j'ai été aimée, si j'aime encore, si j'ai eu des orgasmes, si j'en ai donné, si j'en ai encore, si ma vie professionnelle est réussie. Eh ben, je ne vous répondrai pas. Je ne vous répondrai pas parce que ces questions-là, ben, en fait, elles viennent encore des stéréotypes du patriarcat, qui disent qu'une femme qui revendique, qui prend la parole, c'est une femme qui ne va pas bien, qui est malheureuse, qui est malade. Moi aussi, je me demande quelque chose. Je me demande si parmi vous, il y aurait un homme qui me trouverait vachement bonne, qui aimerait bien venir me voir après la conférence, gesticuler pour me rassurer sur ma désirabilité. Eh bien, si c'était le cas, moi j'aurais envie de lui dire ça. Non merci. Pas comme ça. J'ai plus du tout envie d'entrer sur un marché. Et puis, j'aurais aussi envie de lui dire que ce serait chouette que lui aussi puisse se libérer de ses propres injonctions, qu'il n'est pas obligé d'être performant. Et puis de toute façon, s'il a plus de 50 ans, comme un homme sur 3, il a sans doute des problèmes d'érection. Et ceci dit, ça tombe bien, parce que s'il y a des femmes qui ont des problèmes de sécheresse vaginale et que de l'autre côté ça bande mou, bah, c'est peut-être l'occasion d'essayer un autre type de sexualité. Moins hétéronormée, pas pénétrative. Toute ma vie, hein, j'ai joué dans leur cours. Je me suis jamais opposée aux hommes. J'avais bien trop peur de leur déplaire et d'être exclue du monde. Mais aujourd'hui, je suis la vieille peau qui traîne dans les magasins, qui se scandalise, qui dit bonjour, qui bavarde, qui entame des discussions politiques. J'ai rien à perdre. On me dit de toute façon que je suis presque vieille, pas encore morte. Bon. Comment il meurt, notre Dracula? Eh bien, dans le film de Coppola, en 92, ce sont les hommes qui le tuent. Et dans le film de 1921, Nosferatu, c'est Mina qui se sacrifie en retenant le vampire auprès d'elle toute la nuit et en le laissant boire son sang. Et puis le soleil frappe le vampire qui disparaît en poussière. Je m'appelle Judith, j'ai 52 ans, je suis ménopausée et je ne suis pas invisible. J'ai vécu toute ma vie sous le joug de domination qui, elles, se veulent invisibles. Parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose qui est présenté comme naturel. Et contrairement à Mina, je ne me suis pas sacrifiée. J'ai réussi à tuer l'emprise du monstre parce que justement, j'avais plus de sang à donner. Parce que justement, j'étais hors règle.
Avoir ou ne pas avoir ses règles. Être jeune ou vieillissante. Avoir un enfant ou ne pas en avoir. Tout ça, c'est des constructions sociales. En fait, on ne doit pas laisser le monstre médical, capitaliste, patriarcal et agiste nous gouverner. On doit se battre pour avoir le choix de nos libertés. Pour préparer cette conférence, j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle « 40 ans de slogan féministe ». Et j'en ai trouvé deux qui se rapportent au sujet. Il y en a un, c'est « Nous sommes toutes les vieilles de demain ». Et l'autre, c'est « La ménopause à 18 ans ». Eh ben, j'ai pas compris au début, puis je me suis dit « Mais oui, j'aurais bien aimé à 18 ans être hors règle, en fait. Mais pas celle de mon cycle menstruel, ça m'a jamais dérangé, mais de toutes ces règles, être libérée de toutes ces règles tacites. Ouais. Encore une histoire. En fait, j'ai toujours aimé aller manger seule au restaurant. Ça, c'était une règle tacite que je dépassais. Et j'allais en particulier dans une petite brasserie qui mettait des magazines à disposition. Et un midi, on était 3 dans la salle. 3 femmes seules. Je devais avoir dans la trentaine. Elle devait avoir la soixantaine, septantaine. Alors on s'est regardé, on s'est salué, mais on ne s'est pas parlé. Mais je suis certaine qu'on se sentait toutes, solidaires et légitimes d'être là, dans notre solitude choisie ou imposée. Alors là, c'est le moment où je suis censée vous mobiliser, vous galvaniser dans une conférence gesticulée. Alors c'est pas mon fort. Je pourrais trouver une énième métaphore avec les vampires, mais j'ai pas trouvé, tant pis pour nous. Voilà. Donc je vais faire un peu de propagande. Parce que je considère que la ménopause, c'est un endroit de solidarité, un endroit de sororité. Parce que je considère que l'intime dans l'espace public, c'est politique. J'aimerais bien qu'à mon signal, vous prononciez avec moi « Je suis ménopausée ». Et pour les hommes qui ont un peu de courage, vous pouvez dire « Je suis andropausée », voire « Je bande mou ». À votre choix. Je suis ménopausée. Bonsoir, je m'appelle Judith, j'ai 52 ans, je suis ménopausée et je suis un peu plus libre. Et normalement, là, il aurait dû y avoir un coup de tonnerre. Peut-être même un mouvement d'enthousiasme parmi vous. Wow. Alors, je vous le dis, pour ceux qui voudraient sortir faire la révolution, j'arrive avec vous parce que la conférence est terminée. Merci. Le Boson, Pascal qui est là, puis Joséphine pour cette chouette résidence sympa de côté avec le corridor et la fabrique de théâtre. Voilà, vraiment encore un grand merci pour votre accueil.